Alors dans cette dernière séquence, nous vous proposons d'étudier les apports de la participation en nous appuyant notamment sur les cas d'études présentés précédemment. Nous analyserons également les difficultés que peut poser la mise en œuvre d'une démarche participative, du point de vue d'une collectivité locale notamment. Pour terminer, nous exposerons plusieurs ingrédients nécessaires à l'efficience d'un processus participatif. Alors tout d'abord, les apports et les enjeux de la participation. Le premier, c'est que la démarche participative constitue un vecteur pour nourrir et soutenir la demande sociale portée ensuite par la maîtrise d'ouvrage urbaine. Grâce à leur connaissance de leur environnement, grâce à leurs compétences d'usage, les habitants permettent une meilleure prise en compte du contexte local dans lequel s'inscrit le projet et ainsi une meilleure prise en compte des besoins réels des usagers. En participant, les habitants aident à mieux considérer la dimension sociale d'un projet, peuvent alerter sur tel ou tel problème, par exemple. C'est ce dont témoignait la chef de projet développement urbain dans le cas de la ZAC Pajol. Pour elle, il était important que le projet réponde à des besoins et c'est un des rôles, bien sûr, du processus participatif que de s'en assurer. À ses yeux, l'implication des habitants est nécessaire et utile pour le projet. C'est, je la cite, une base. Deuxième apport de la participation, c'est un enrichissement du projet. Par les propositions, par les idées que les habitants, que les usagers peuvent émettre, par le travail collectif qu'ils réalisent au travers du processus participatif, les habitants peuvent concrètement améliorer le projet. Dans le cas de la ZAC Pajol, ils ont contribué à la définition d'un schéma d'urbanisme et d'éléments de projet, ainsi qu'à la conservation d'éléments patrimoniaux. Troisième apport de la participation, c'est une légitimation des décisions publiques et une meilleure appropriation des aménagements urbains. Plus les habitants ont connaissance et adhèrent à un projet, plus ils ont le sentiment d'avoir été pris en compte, plus on peut gager que leur appropriation sera meilleure. Quatrième apport de la participation, elle donne lieu à un apprentissage pour l'ensemble des acteurs impliqués, que ce soit les professionnels, élus ou techniciens, ou les habitants. Cet apprentissage peut se traduire pour les habitants par une initiation aux questions urbaines ou aux questions plus techniques d'architecture. Cela peut s'accompagner d'une meilleure compréhension des fonctions et responsabilités des acteurs institutionnels. Par ailleurs, la démarche participative peut aussi donner l'occasion aux habitants d'assimiler des savoir-faire, que ce soit à travers la production de documents contenant des informations, des propositions programmatiques, mais aussi des représentations spatiales. La prise de parole dans une arène publique peut aussi constituer un apprentissage pour les habitants. De façon symétrique, concevoir et produire des espaces urbains en prenant en compte le point de vue des usagers, les écouter, considérer et formaliser leurs paroles nécessite apprentissage et acculturation de la part des élus et des professionnels. Cinquième apport important de la participation, c'est que la démarche participative donne l'occasion de construire un climat de dialogue, lorsque, bien sûr, le principe de transparence est au rendez-vous. Il donne l'occasion de construire un climat de meilleure compréhension à une échelle qui dépasse le projet. Cela ne signifie pas esquiver les conflits qui peuvent exister, mais au contraire, mettre au jour les différents points de vue et donner les moyens à toutes les parties d'échafauder un argumentaire pour la mise en discussion et le débat. Même s'il y a opposition initiale à un projet, de cette contestation, un processus de concertation peut émerger, comme cela s'est déroulé dans le cas de la ZAC Pajol. De même, ce sont des revendications portées par des mouvements sociaux urbains dans les années 60 et 70 qui sont à l'origine de l'ouverture progressive des processus décisionnels avec les tables de concertation à Montréal. Dernier apport de la participation, c'est de reconnaître la légitimité des habitants et de tous les habitants. Organiser les conditions d'une réelle participation des habitants, c'est avant tout reconnaître leur légitimité à s'exprimer sur des projets publics communs. Les propos d'une habitante de Vitry qui a participé aux ateliers en témoignent. Je la cite. « Si l'atelier nous a appris quelque chose, c'est au moins ça. C'est de se dire que c'est quand même nous, les habitants, qui connaissons le mieux et pouvons le mieux dire. Alors, en fonction des contraintes techniques, machin, mais voilà. » Et le rapport Baquet-Mekmash a pointé cette impérieuse nécessité, particulièrement dans les quartiers populaires. La première recommandation du rapport, donner le droit de vote aux étrangers pour les élections locales, est révélatrice des enjeux sous-jacents
sous-jacent. Dans cette perspective, prêter une attention particulière aux publics généralement les plus à l'écart des processus participatifs apparaît comme un défi majeur à relever. Intéressons-nous maintenant aux difficultés que peut poser la mise en œuvre d'une démarche participative du point de vue d'une collectivité locale notamment. Il est sûr qu'intégrer la participation des habitants à l'élaboration des projets constitue un enjeu de transformation et de renouvellement des pratiques pour l'ensemble des acteurs impliqués, que ce soit les élus ou les techniciens. Apprendre à faire autrement nécessite une posture d'ouverture avant tout, mais également une formation et un temps d'acculturation. À propos des ateliers de participation, présentée lors de la seconde séquence, une expression du premier adjoint au maire est très parlante. Ce qu'il nous disait, c'est « ça fait bouger les têtes ». Pour terminer cette séquence, quels sont les ingrédients nécessaires à l'efficience d'un processus participatif? Alors d'abord, un portage politique fort et continu. Comme l'ont montré des recherches récentes sur la participation dans les projets d'écoquartier, les démarches participatives intégrées obligent la maîtrise d'ouvrage à exposer, argumenter régulièrement, publiquement ses choix. De fait, les démarches où l'intensité participative a été la plus importante et les dispositifs les plus articulés au processus de décision ont fait l'objet d'un portage politique fort tout au long du projet. Celui-ci se traduit par une implication forte des élus qui interviennent à des étapes clés pour préciser les objectifs du projet et de la participation citoyenne, expliquer les règles du jeu démocratique et des débats, définir les termes de ce qui est négociable et de ce qui ne l'est pas, et rendre compte des arbitrages faits ainsi que de leur motivation. Dans les démarches les plus avancées, ce rôle est assuré par des élus directement en responsabilité par rapport au projet. Deuxième ingrédient nécessaire, l'instauration d'un cadre et une organisation dédiée. L'institution d'un contexte opérationnel favorable est une condition sine qua non pour la mise en œuvre d'une démarche participative, tout comme l'organisation du pilotage politique et technique. La structuration d'un espace de parole, d'échange, de modalités de faire, de règles, comme les chartes de la participation, sont autant de conditions instaurant les possibilités d'un dialogue. L'organisation des échanges, avec la mise en œuvre d'un processus itératif notamment, doit permettre la clarification et la valorisation du point de vue des habitants, qui sont des ingrédients indispensables pour leur reconnaissance et leur prise en compte par la suite. Par ailleurs, l'externalisation partielle ou entière du pilotage technique peut avoir l'intérêt de réduire le niveau d'influence des élus. Troisième ingrédient nécessaire, c'est le temps. Ça apparaît en effet comme un ingrédient de base pour pouvoir informer les personnes, pour pouvoir les impliquer, pour que la parole de chacun puisse s'exprimer, pour que les réflexions puissent se construire. Dans le cas des ateliers à Vitry-sur-Seine, on a vu que les ateliers qui avaient pour objectif d'élaborer un diagnostic partagé du quartier, ils se sont déroulés pendant 10 mois. Et pour ce qui est de l'aménagement de la ZAC Pajol, c'est sur plusieurs années que le processus participatif s'est déployé. Autre élément indispensable, des moyens humains et des moyens financiers. La mobilisation d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage spécifique avec des professionnels de la participation peut constituer un appui déterminant pour la mise en place d'un processus participatif. Et dans tous les cas, un processus participatif requiert des moyens humains et financiers, que ce soit pour élaborer les outils ou pour animer les dispositifs. Enfin, dernier élément, la possibilité de conduire un processus réflexif et évaluatif. Dans le cas des tables de concertation à Montréal, on a vu que les mouvements sociaux urbains ont été à l'origine d'une plus grande prise en compte du point de vue des usagers. C'est aussi le cas de la ZAC Pajol ou de bien d'autres projets. On peut citer le cas emblématique de la coordination anti-démolition qui s'est opposée au projet de démolition totale du quartier La Coudray à Poissy. C'est grâce à un important travail de mobilisation et de réflexion en collaboration avec des architectes que le projet initial a été complètement remodelé. Bien loin d'être des oppositions stériles, les contributions des mouvements sociaux sont déterminantes dans le processus de démocratisation de la prise de décision. En ce sens, ils engagent l'ensemble des acteurs à un processus réflexif et évaluatif de leur action et finalement à une amélioration de l'action publique dans son ensemble.